Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Bonjour à tous, Chantal Doré, qui vous parle en ce moment de notre tout nouveau studio qui a été revampé ici à Canal M. Si vous avez l'occasion de nous suivre dans les réseaux sociaux, vous avez pu voir des photos de notre studio. Sinon, je vous invite à visiter la page Facebook de Canal M. Vous allez pouvoir voir comment on évolue dans des beaux nouveaux univers et c'est notre écrin pour cette prochaine saison pour vous présenter des héros anonymes qui bientôt ne le seront plus. C'est un réel plaisir de vous retrouver comme animatrice, soutenue par la même équipe dynamique, soit Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie et Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. À nouveau, nous vous présenterons des personnes dont la fibre sociale inspire. Pour démarrer cette nouvelle saison, nous traiterons d'un sujet jamais abordé auparavant aux héros anonymes, l'exploitation sexuelle. Si vous avez vu la série Fugueuse à TVA et maintenant disponible sur Netflix, vous avez assisté au piège dans lequel est tombée la jeune Fanny, aux prises avec un proxénète qui lui a d'abord fait 1001 promesses. Pour en discuter, nous recevons Gabrielle Barrette, intervenante en prévention et en concertation à l'organisme La Sortie, qui accompagne les femmes qui souhaitent justement sortir de la prostitution et qui agit aussi en prévention. Gabrielle sera avec nous en studio. En seconde partie, la Sénégalaise d'origine Léonie Mandagne nous raconte sa passion pour l'éducation des jeunes au cœur de la fondation qui porte son nom. Lorsqu'on entend le mot « fondation », on pense souvent qu'elles sont créées par des millionnaires et des multimillionnaires. Or, Léonie va vous prouver le contraire. Préparez-vous à entendre une femme à l'énergie contagieuse qui redonne aux suivants sans rien attendre en retour et qui nous raconte avoir siégé sur son premier conseil d'administration à l'âge tendre de 8 ans. J'avoue que ça a piqué ma curiosité. Voilà donc le menu de cette première émission de retour en ondes à Canal M. On prend une petite pause et on accueille notre première invitée, Gabrielle Barrette de l'organisme La Sortie. Notre invité en studio, j'adore dire en studio parce que là, c'est nos nouveaux studios. On est content d'être là et on est content quand on a de la visite parce qu'on peut vraiment avoir la discussion les yeux dans les yeux. Et j'ai devant moi une personne qui se soucie de nos jeunes femmes qui parfois vivent des moments difficiles. L'adolescence, c'est pas facile pour personne chez les filles. Il y a malheureusement certaines qui tombent dans un piège qui a l'air facile un peu à éviter. Des fois, on va se dire, moi, je tomberais pas dans ce genre d'affaires-là, mais on va voir que c'est beaucoup plus complexe et subtil que ça. Donc, on parle de l'exploitation sexuelle et pour en discuter, on reçoit Gabrielle Barrette, intervenante en prévention et en concertation à l'organisme La Sortie. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Est-ce que j'ai raison de dire que c'est beaucoup plus subtil qu'on le pense? Effectivement, je pense que c'est un très bon mot pour décrire les situations qui peuvent faire venir à nos jeunes filles là, qui croient bien faire, qui cherchent l'amour, l'attention, comme la plupart des jeunes filles. Oui. Je vais peut-être mettre d'entrée de jeu, peut-être que ça va sonner des cloches à certains auditeurs. Il y a la série La Fugueuse qui a été en ondes à TVA, également disponible en ce moment sur Netflix, et qui nous amenait dans l'histoire de la jeune Fanny qui a tranquillement, là,
en fait, sombrer dans un piège. Et j'oserais dire que le piège a été tissé lentement, là, comme une file d'araignée par son proxénète. Et peut-être nous parler, justement, comment on en arrive à succomber à ce type de piège-là. Parce que souvent, comme un peu toutes les situations, je veux pas dire sectaires, mais d'emprise, on a tout le temps l'impression que nous, ça nous arriverait pas. Mais expliquez-nous comment se passe un peu la séquence. Oui, absolument. En fait, la série La Figure, c'est un très bon exemple. C'est un scénario qui est quand même très plausible et j'irais même jusqu'à dire typique, là, qui peut arriver avec nos jeunes filles. Comme on peut voir, c'est aussi une jeune fille qui venait d'une famille qui est très banlieusarde, qui avait rien de louche ou qui semblait bien aller, tu sais. Puis ça, c'est aussi très réaliste. Donc, c'est ça se fait très subtilement. Donc, une rencontre... Les proxénètes sont très à l'affût de voir le potentiel dans une jeune femme. Donc, c'est la recherche, c'est quelqu'un qui te remarque, qui te fait sentir bien, qui te fait des belles promesses. Donc, souvent, elle tombe en amour. Donc, elle le voit comme son partenaire, son chum. Et puis... petit à petit. Donc, mais c'est ça, donc le gars va bien percevoir, c'est que quand elle est prête, c'est quand elle va plus travailler longtemps pour obtenir ce qu'il désire. De ça, par la suite, des situations qui vont viennent banaliser la sexualité, banaliser certains comportements qui, auparavant, elle se serait dit jamais que j'aurais des rapports sexuels avec autre que mon chum ou quoi que ce soit, mais là, voyons, il n'y a rien là. Puis ils vont l'introduire à d'autres filles dans le milieu, puis ils vont essayer de vraiment l'amadouer à ces genres de situations-là. Puis donc, petit à petit, ça peut devenir, avec des belles promesses qui s'en suivent, juste quelques temps, ça peut... Il y a tellement de scénarios différents qui peuvent survenir, mais ça peut faire des belles promesses, comme j'ai quelques dettes à payer, puis ensuite, on va partir, toi puis moi, ensemble, on va se bâtir une petite vie à deux, tu sais. Donc, c'est ça. Oui, parce que ça commence, là, justement, on fait des compliments, on donne des cadeaux, on la fait sentir unique. Et bon, on voit, ne serait-ce que l'emprise des médias sociaux, des réseaux sociaux, de tous ces filtres de beauté-là, on voit qu'il y a une quête, un besoin d'être vue, d'être remarquée, de se faire sentir belle. Et là, tout à coup, cette personne-là nous offre tout ça là, comme un grand cadeau. Absolument, oui. Et est-ce que c'est possible qu'il y a, en tout cas si je me fie à La Fugueuse, qu'il y a peut-être une personne aussi qui joue un rôle d'entremetteuse? En tout cas, dans le cas de la série, c'est une autre femme qui l'amène tranquillement dans le réseau. Donc, j'imagine que ça amène une certaine confiance aussi. On se méfie pas. C'est pas directement le proxénète qui nous approche. Est-ce que c'est courant qu'il y ait une intermédiaire? Oui, c'est très courant, de plus en plus aussi. Donc, puis à différents niveaux aussi. Donc, si on peut parler, mettons, d'une femme qui est escorte, parfois, ça va être sa chauffeuse, va être une dame, puis donc, ça vient la rassurer, puis se sentir, apporter une fausse sécurité vraiment, là. Mais aussi pour le recrutement, oui, il y a d'autres jeunes femmes qui peuvent être utilisées, là, absolument. Puis, il y a même des titres, là, dans la hiérarchie, là. Ah oui, il y a des titres dans la hiérarchie comme, c'est quoi, une entraîneuse, une facilitatrice? Non, c'est des mots plus, un peu moins, mais je les ai pas, je pourrais pas les... Je sais qu'il y en a, mais c'est différent par région aussi, là. OK, il y a tout un vocabulaire qui exactement. change selon les régions. Mais qu'est-ce qu'on peut entendre, par exemple, comme genre de mots? Je sais pas, c'est comme bitch, entre autres, mais là, tu sais, il y a différents niveaux de bitch, puis mais c'est ça, c'est pas... Oui, non, mais en même temps, c'est la réalité. C'est la réalité, puis c'est ce que vous venez nous expliquer, parce qu'on va voir, après avoir brossé un peu le portrait, à quel niveau vous agissez, parce que vous faites de l'accompagnement, mais vous faites aussi de la prévention, et ça, c'est important de le dire, plus le volet résidentiel, mais juste pour comprendre un peu, circonscrire mieux le phénomène. Ça peut prendre combien de temps? Est-ce qu'il y a une norme générale avant qu'il y ait les premières... je dirais approches là, qui sont moins drastiques. Oui, c'est ça. C'est du cas par cas. C'est vraiment, ça peut, dépendamment de la jeune fille qui est devant lui, si elle est vraiment vulnérable ou ça va pas bien dans sa situation familiale, mais il va en profiter de cette situation-là comme si c'était de quoi, viens chez nous. Donc, ça peut aller rapidement comme ça peut prendre plus de temps, là.
OK. Et on a parlé dans le cas de la série, c'est une jeune fille de banlieue parce qu'on pourrait se dire, c'est peut-être des filles qui viennent de milieux défavorisés, qui vivent à la base des relations plus difficiles, mais c'est pas nécessairement le cas. Non, c'est pas nécessairement le cas. Est-ce que, toutefois, on parle de relations saines, d'estime de soi, donc on pourrait penser que des milieux dysfonctionnels vont faire naître un petit peu plus de victimes potentielles, mais j'essaie de comprendre qui est à risque. Oui, bien, effectivement, donc, elles sont plus à risque, là, les jeunes filles en milieu défavorisé et tout ça. Donc, puis il y a un grand pourcentage aussi des jeunes femmes qui sont dans l'industrie du sexe qui ont subi une agression sexuelle dans leur enfance. Donc, c'est plus de 80% en fait. Donc, ça vient... oui. Ça parle beaucoup comme statistique, mais elles sont plus à risque, mais ça n'empêche pas l'autre scénario aussi. OK, donc quelqu'un qui vient d'un milieu qui semblerait un peu imperméable à ce type d'influence-là. Mais il reste que l'estime de soi, le problème d'estime de soi est peut-être, je dirais, quelque chose de commun dans tous les cas. Okay. Je lisais dans le dossier de recherche qu'on parlait de différents types de prostitution. Vous avez nommé escorte, j'ai entendu narco-prostitution. Pouvez-vous nous démêler un petit peu le profil un peu de la prostitution? Premièrement, il y en a combien au Québec? On n'a pas de chiffre pour dire combien il y en a, mais je sais qu'en 2009, une étude américaine qui a déterminé que Montréal était la plaque tournante en Amérique du Nord pour... l'exploitation, l'industrie du sexe, entre autres en lien avec le Grand Prix, qui est très, très propice à ça. Puis, si on me rappelle la question, donc c'est... Ah oui, les différents types, c'est ça. Oui. Donc, si on parle de narcoprostitution, c'est des femmes qui vont offrir des rapports sexuels, des faveurs sexuelles en échange pour subvenir à leurs besoins de drogue. Donc, souvent dans les rues, là, c'est celles-là qu'on va rencontrer. Ensuite, il y a les escortes que ça peut être sur les réseaux sociaux, sur leur propre compte personnel ou des agences d'escorte. Puis sinon, il y a tout un autre univers aussi qui est plus dark, là, avec les réseaux de prostitution juvénile et tout ça, là. Oui, ça. Est-ce que vous avez eu à accompagner vraiment des mineurs ou même vraiment, je dirais, très jeunes? À notre organisme, non, parce qu'on est vraiment axé sur les femmes 18 ans et plus. Mais on a eu des histoires qu'on a entendu des histoires que les filles ont commencé justement dans leur jeunesse. Ouais. Mais rendues chez nous, elles étaient majeures, là. Donc, si je comprends bien, il y a des filles qui ont déjà des enjeux avec la drogue et ça devient un cercle vicieux, alors que d'autres n'ont pas nécessairement d'enjeux avec la drogue, mais vont être un peu amenées à côtoyer cet univers-là et c'est là que la spirale peut commencer. Est-ce qu'il y a toujours une question de drogue ou d'alcool? Non, absolument pas. Ça peut, il y a beaucoup d'enjeux au niveau du logement ou des dettes, donc c'est pour avoir de l'argent rapide. Des fois, on va entendre que c'est de l'argent facile, mais c'est pas de l'argent facile, mais c'est de l'argent rapide. Et puis, donc, ce besoin de logement, c'est un gros besoin... un besoin qui est très criant, là, qui apporte les filles à se tourner vers ça. Oui, je lisais même qu'il y a parfois des femmes qui échangent des services sexuels pour avoir un logement. Oui, pour avoir un toit. Ça, c'est très commun en région comme dans les grandes villes aussi. Ah oui, puis j'imagine avec la difficulté de recherche de loyer, la disponibilité des loyers, ça a dû un petit peu empirer. Absolument. Puis le proxénète, c'est quoi son profil? Il sort d'où, cet individu louche? C'est une très bonne question, mais lui aussi, quelque part, c'est quelqu'un qui est entraîné au départ par d'autres au-dessus de lui, là. Mais ça sort de où? On sait bien pas. Oui. J'imagine que effectivement, c'est un peu les mêmes patterns qui se répètent aussi, d'avoir eu peut-être avoir évolué dans un milieu pas nécessairement facile et qu'on offre une occasion de faire de l'argent facile et qu'il y a une lente emprise aussi parce que vous l'avez dit, une hiérarchie dans tout cela. Ouais.
Gabrielle, on prend une petite pause, puis ensuite, j'aimerais ça qu'on voit vraiment concrètement comment la sortie peut aider ces jeunes femmes à sortir de ce mouvement. Chantal Doré, de retour en studio pour les Héros Anonymes. Nous sommes avec Gabrielle Barrette, intervenante en prévention et en concertation à l'organisme La Sortie, qui aide les jeunes femmes à sortir de l'exploitation sexuelle. Alors, en première partie, Gabrielle, on a un petit peu brossé le portrait de la prostitution, des pièges dans lesquels on peut tomber, essayer de comprendre un petit peu plus le phénomène. Là, je voudrais voir comment la sortie peut aider. Oui, donc nous sommes un organisme qui font des suivis individuels avec les femmes qui cherchent une alternative, en fait, à l'industrie du sexe. Puis, on est là pour les accompagner. C'est vraiment du cas par cas selon ce qu'elles désirent. Retrouver un logement, retourner aux études, trouver un nouveau travail. Donc, on est là pour elles. Et puis, on offre aussi de l'hébergement. On a une résidence pour les accueillir. Puis, on fait de la prévention dans les écoles et des outreach dans les rues également pour créer un premier contact avec les femmes sur la rue pour qu'elles sachent que si un jour elles désirent une porte de sortie, on est là pour elles. Fait que vous faites de la contrepartie un petit peu à ces filles-là qui font du recrutement. Ouais. Vous êtes aussi là. Est-ce que vous les remarquez des fois, ces recruteuses-là? Non. On n'a pas eu... C'est comme on le disait, c'est subtil, là. C'est pas écrit dans leur dos, là. Oui. J'ai cru comprendre que l'organisme était né d'abord dans un objectif de résidence, puis peu à peu, là, vous avez vu le besoin d'accompagnement? Oui, bien, c'est qu'en fait, on a fait une étude en 2009 avec Mme Maria Mourani. Et puis, le besoin avec environ 548 femmes qui étaient dans l'industrie du sexe ou qui avaient eu un parcours dans l'industrie du sexe. Et puis, le besoin c'était unanime, en fait, que c'était le logement, leur besoin principal. Donc, on a voulu axer nos services là-dessus, mais on a eu quelques pépins en cours de route pour trouver un endroit pour les accueillir. Donc, on a commencé à faire l'intervention dans les rues. Et puis, petit à petit, on a pu obtenir une résidence là, pour les accueillir. Mais on peut en accueillir seulement 5 pour l'instant. Mais, vous avez des projets. Des beaux projets. Oui. Donc, quel serait le projet là, pour le futur au niveau résidence? Oui, en fait, c'est ça. On a été avec la Société d'habitation du Québec. Donc, on a un beau projet qui va naître, qui a déjà commencé. Et puis, donc, en novembre 2025, on espère, là, on va avoir un bloc appartement là, pour accueillir les femmes, avoir des logements autonomes pour elles. Oui. Donc, c'est une solution, on en convient. Ceci dit, j'imagine que vous voulez peut-être augmenter davantage le volet prévention pour éviter que ce type de situation-là arrive. Parlez-nous comment... Là, vous dites que vous allez dans les écoles, secondaire, cégep, université. À quel niveau vous faites des interventions? Donc, secondaire, cégep, université. OK, les trois? Oui. OK. Puis ça se produit dans quel contexte? Est-ce que c'est dans un cours particulier? Ou... Oui, ça peut prendre différentes formes. Donc, on a soit des professeurs qui nous invitent là, parce qu'ils ont un intérêt pour la cause. Puis, sinon, ça peut être... on a une ambassadrice, Clémentine Talbot, qui, elle, fait des conférences que passe à travers... Elle a vécu elle-même la situation. Donc, j'imagine que... je vois que sur votre conseil d'administration, vous avez aussi une survivante de la situation. Parce que... on s'en parlait informellement avant d'entrer en ondes. On se disait que la série La Fugueuse a démystifié, mais qu'en même temps, ça avait eu des effets pervers. Lesquels? Oui, en fait, qui n'était sûrement pas prévu, mais en fait, ça a beaucoup éveillé le grand public à la cause, mais aussi les jeunes filles qui ont écouté la série, on a eu des cas qu'elles ont ouvertement dit, c'est en regardant La Fugueuse, elles ont eu envie de cette vie de luxe-là, de glamour, tout ça, donc en pensant que elle, ça serait différent, tu sais. Donc, oui, c'est ça. Et j'imagine que essentiellement la racine de tout ça, on a parlé de l'estime de soi et autres, mais c'est de la manipulation, c'est d'être
sensibles et sujets à la manipulation. C'est difficile de dire qu'on est sujet à la manipulation. On se pense tout le temps au-dessus de ça. Donc, comment vous faites dans vos interventions pour dire c'est sournois, puis tout le monde peut être sujet à être manipulé? Bien, on le dit exactement dans ces mots-là. Et puis, de renforcer aussi, d'établir leurs limites personnelles, donc qu'elles puissent grandir en sachant leurs valeurs. Mais au-delà de ça, qu'est-ce elles sont à l'aise, à quel point elles sont à l'aise à toutes sortes de niveaux dans leur vie, qu'est-ce qu'elles permettent d'entrer dans leur vie. Donc, c'est vraiment d'avoir des limites bien... De se faire respecter. Oui. Qu'est-ce qui sert souvent de déclencheur pour faire appel à vos services? Pour se femmes? dire, je pense que c'est assez, là, il faut que je sorte de là. Oui, bien, ça a des agressions, toutes sortes de scénarios, là, mais j'en ai assez. Tu penses pouvoir avoir une meilleure qualité de vie, mais c'est toujours la même chose, le même pattern qui revient, donc tu es juste tanné de ta situation ou de subir une agression qui est vraiment hors du commun, c'est trop pour elle. C'est un désir de passer à autre chose, mais c'est pas facile de s'en sortir. Puis c'est semblable même au cycle de la violence conjugale, où elles vont retourner parce que c'est ce qu'elle connaît. Oui. Puis, donc, c'est ça. Est-ce que vous travaillez justement avec d'autres organismes? On parle de violence conjugale parce que il peut arriver justement que le proxénète, malheureusement, utilise des techniques de ce genre-là. Donc, est-ce que vous faites de la prévention aussi dans ces milieux-là? Vous travaillez en partenariat avec des organismes de violence conjugale? Oui, bien, c'est sûr que les partenariats avec toutes sortes d'organismes, là, c'est très, très pertinent, puis on ne pourrait pas y arriver seul. Donc, on se lance la balle, on s'entraide, on s'épaule. Oui. Je lisais même Enfants Retour. Oui. Je me demandais justement si ça existait encore. Si on parle des fameuses pancartes qu'il y avait dans nos vitres là, quand on était petits, puis mais c'était à l'époque où il y avait plus de parents, puis j'oserais dire de mamans à la maison. Donc, ça existe toujours. Oui, c'est un très bel organisme. Oui, on va avec eux dans les écoles. Là, on a un partenariat avec elles. Et j'ai semblé comprendre que malheureusement, il y avait une hausse en ce moment du phénomène. Oui, ben en fait, c'est lié avec, ben je pense, je sais que la pandémie, elle a le dos large, là, mais suite à ça, ça a créé c'est ça. Donc, le manque de logement, entre autres, encore une fois, qui revient. Donc, puis tout le monde devant leur écran, tous les jeunes devant leur écran, ça a été parfait pour les prédateurs. OK. Puis de quelle manière ils peuvent les contacter? Genre, j'ai vu ta photo, j'ai vu ton compte Instagram, ton TikTok, je te trouve belle. Absolument. À travers même les jeux vidéo aussi. Ah oui, comme à travers Twitch, par exemple? Oui, ils vont jouer en ligne avec d'autres personnes, puis créer des amitiés, puis de là, ça peut... Bon, là, j'ai dit Twitch. Il y a peut-être des parents à l'écoute qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est ça? Et mon enfant joue à des jeux vidéo. Est-il à risque? » Parlons un petit peu des parents là-dedans parce que moi, j'ai 2 garçons. Donc, a priori, je me suis sentie moins interpellée. Mais de un, est-ce que ça touche aussi les garçons? Puis deuxièmement, comment faire pour être à l'affût comme parent? Oui, donc les garçons ne sont malheureusement pas à l'abri non plus. Même que, puis pour ce qui est des jeunes garçons, c'est qu'au niveau de recrutement, les proxénètes vont aller recruter les jeunes garçons. Donc, on parle de 7, 8, 9 ans. Donc, c'est terrible. Mais ça, c'est pas une expertise que nous, on a, mais on est conscient que c'est une réalité, malheureusement. Puis par la suite, en tant que parent, bien, c'est toujours là, on tente toujours d'encourager les gens à avoir une bonne communication avec leurs enfants. C'est vraiment la clé. Ça sonne cliché, on l'entend souvent, mais la communication, c'est la base avec nos enfants, puis d'avoir des bons liens, de s'intéresser à leurs intérêts, de leur dire de ne pas avoir peur d'aborder des sujets qui sont plus difficiles pour nous-mêmes, mais de leur faire savoir qu'on est là pour eux, puis on va chercher les réponses ensemble, c'est qu'on n'a pas la réponse ou des choses comme ça. Est-ce que les parents peuvent vous contacter pour avoir des conseils? Oui, absolument. On a une ligne d'écoute puis qui s'adresse aussi aux parents. On a un soutien pour les parents qui ont des filles dans l'industrie du sexe là, ou qui ont des doutes. On est là pour les écouter puis tenter de les épauler. Qu'est-ce qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille? Admettons qu'elle n'a pas quitté la maison, elle n'a pas fait une fugue, justement, mais qu'elle est à la maison, qu'elle revient tard, qu'elle a tout à coup des vêtements qui semblent hors de prix. Qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille?
Oui, donc c'est son horaire qui est complètement chamboulé, soit qu'elle ne sort plus de la maison, au contraire, elle sort de plus en plus à des heures qui n'étaient pas dans ses habitudes, des nouveaux vêtements, c'est sûr, des bijoux, des choses comme ça. Ses amis, son cercle d'amis qui change, son attitude en général, son intérêt à l'école. Il y a des conséquences aussi. Bon, vous venez de parler d'horaire. J'imagine que c'est un monde qui vit surtout de nuit. Oui, absolument, oui. Donc, est-ce que, comme conséquence de se réhabituer quand on en sort à un horaire dit normal, est-ce que c'est un enjeu? C'est un très gros enjeu. C'est d'ailleurs pour ça que notre résidence est très pertinente pour ces filles-là, parce qu'on est là. C'est pas un centre de thérapie, mais c'est vraiment juste pour réapprendre nos habiletés telles qu'avoir un horaire plus commun, pour avoir un emploi qui est de jour. Et donc, c'est de les réveiller le matin au départ, comme c'est des petites choses qui semblent banales, mais c'est gros pour elles, là, de manger, la nourriture aussi, là. Comment on retravaille l'estime de soi après avoir vécu? Parce que là, j'imagine que mettons qu'on avait des enjeux de confiance, hein, c'est encore plus difficile après un épisode comme ça. Est-ce que vous les accompagnez également dans ce domaine? Oui, absolument. On tente du mieux possible de les accompagner, puis on offre des ateliers thématiques aux besoins aussi. Puis, ce qui est bien aussi à la résidence, c'est qu'elles se côtoient ensemble. Elles ont vécu la même réalité, donc c'est un gros plus aussi. Okay. J'imagine aussi de reconstruire une vie de couple qui serait saine après, ça doit aussi être un enjeu. Oui, ça c'est... Il y a tellement d'enjeux qui viennent avec ça. Les filles qui sortent de là, ils ont tellement un gros bagage émotionnel, mais à toutes les sphères presque de leur vie. Là. Mais au niveau amoureux, c'est certain que... Puis déjà, sans qu'on parle du tout de la prostitution, mon fils qui a 21 ans, qui est un être absolument gentil, me disait que parfois il se fait friendzoner parce qu'il est trop gentil, parce que malheureusement, les filles aiment encore les bad boys. C'est quelque chose de c'est triste d'entendre ça après tant d'évolution du féminisme. C'est vrai. Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la sortie pour le futur, Gabrielle? Bien, c'est sûr, du financement, c'est toujours ce qui nous permet de développer nos programmes puis nos services. Donc, il y a du financement gouvernemental, je pense ministère de la Justice, conditions féminines. Oui. Mais vous êtes ouverte, évidemment, à l'apport de la société, donc différentes levées de fonds qui sont organisées. Absolument. On a plus de 100 donateurs annuels là, qui ont la cause à cœur. Bien, j'invite d'ailleurs nos auditeurs qui sont intéressés à visiter votre site Internet. Quel est-il? Donc, c'est lasortie.org, tout simplement. Vous allez voir, là, il y a une campagne sous forme de manga qui dit « Tu vaux mieux que ça ». Alors, je vous invite à aller le visiter puis peut-être en discuter avec vos jeunes, si vous êtes parents ou grands-parents. Je pense que ça vaut la peine de le faire. Merci d'avoir été avec nous en studio. Félicitations pour ce travail extraordinaire que vous faites. Merci à vous. Merci. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Dans cette deuxième partie, je vous invite à découvrir Léonie Mandang, sénégalaise d'origine, qui a mis sur pied une fondation avec 0 financement du gouvernement pour aider la scolarité des enfants canadiens et sénégalais. Son leitmotiv, donner au suivant. On rencontre ensemble la pétillante Léonie Mandang. Bonjour Léonie. Bonjour. Quelle histoire! Je disais d'entrée de jeu que vous allez nous prouver qu'on n'a pas besoin d'être un millionnaire ou multimillionnaire pour démarrer une fondation. Tout à fait. C'est ce que j'ai l'habitude de dire, qu'on n'a pas besoin d'avoir autant d'argent dans les poches pour se lancer et aider les autres. Okay. Je semble comprendre que la notion de donner au suivant, ça fait partie intrinsèque de votre vie depuis toujours? Tout à fait. Ça fait partie de moi depuis toute petite. Moi, on m'a toujours aidée. Donc, ce qui fait que j'ai toujours eu envie d'aider et de donner au suivant. Et particulièrement, pourquoi l'éducation des enfants? L'éducation, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que de plusieurs
fois, dans ma vie quotidienne, j'ai été côtoyée de voir des enfants qui ne pouvaient pas aller à l'école parce que leurs parents n'avaient pas assez de moyens. Et en grandissant, j'ai vu que le problème ne s'est pas résolu. Et aujourd'hui, comme on le sait, avec la vie qui est très chère, on sort de la pandémie, le Covid-19 et tout, beaucoup de familles se sont retrouvées avec des difficultés financières, déjà pour subvenir aux besoins de base, alimentaires, nourrir et loger. Et alors vous imaginez encore plus pour amener les enfants à l'école, remplir leur sac scolaire, les habiller ou mettre un goûter dans le sac. Donc c'est ça qui a fait que j'ai décidé d'appuyer ce secteur-là. Et l'éducation, on le sait, c'est important dans la vie d'un individu. Votre fondation, est-ce qu'elle œuvre surtout au Sénégal? Elle œuvre au Sénégal, mais elle œuvre ici aussi au Canada parce que les enfants, peu importe où ils sont, ils ont besoin d'être soutenus. Et comme le Canada, c'est le deuxième pays qui m'a accueilli après le Sénégal, j'ai décidé d'aider des enfants du Sénégal et des enfants du Canada. Mais vous êtes native du Sénégal? Oui, je suis native du Sénégal. Donc, expliquez-nous un peu comment vous avez conçu là, les services que vous souhaitiez offrir à travers votre fondation. Alors, ces services-là ont été lancés via les expériences que j'ai vécues. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, moi, j'ai siégé pour la première fois sur un conseil d'administration, j'avais 8 ans. Oui, expliquez-nous, parce que là, moi, ça a piqué ma curiosité. Ben, c'est sûr que 8 ans, j'étais très petite, mais j'étais très impliquée dans la vie de quartier, dans la vie dans ma paroisse. Et puis, la vie associative, le mouvement Scout et Guide a fait de moi que j'ai une implication associative assez élevée et, comment dirais-je, mûre. Et j'ai beaucoup appris à travers les organismes dans lesquels j'ai siégé depuis l'âge de 8 ans parce qu'ils sont assez diversifiés, que ce soit pour les jeunes, les femmes, les filles. Donc, c'est assez diversifié. Et j'ai dit, moi, j'allais me concentrer sur les enfants. Les enfants ont toujours été mon monde et moi, j'ai décidé d'appuyer les enfants. Et donc, ce conseil d'administration-là, vous étiez au Sénégal à ce moment-là? Oui, au Sénégal, mais de façon très informelle. Très informelle, on le faisait. Et puis après, à un moment donné, j'ai dit, OK, pour valoriser tout ça, pour donner du sens à tout ça, pour que cela ait un impact, même si demain je ne suis pas là, il faut le formaliser, il faut le mettre sur table. Et puis donner aussi le sens du partage à d'autres personnes afin qu'on puisse semer des graines qui demain pourront porter des fruits. Et c'est comme ça que j'ai contacté des amis avec qui j'ai grandi, que j'ai côtoyé et que je sais qu'ils partagent les mêmes valeurs que moi, qui ont la même vision de l'éducation et sur les enfants. Et c'est comme ça qu'on a constitué le conseil d'administration ici à partir du Canada. Et on a aussi des représentants au Sénégal. Donc, lors de la remise des bourses, nos représentants au Sénégal, Alice, Marc et Gisèle, Rita, s'occupent de porter les bourses dans les écoles, de payer la scolarité de l'enfant et de vérifier que tout est à jour et que cet enfant sera à l'école durant les 9 mois de scolarité. Quand on parle de bourse scolaire, on évalue à peu près à quel montant là, qui est remis sous forme de bourse? On évalue ça à $200. Et $200, qu'est-ce que ça couvre au Sénégal? $200, ça peut couvrir une année scolaire. Si l'enfant est dans une école publique, ça peut prendre en charge les frais et d'autres activités qui se font au sein de l'école. Si c'est dans une école privée, $200, c'est rien. C'est rien, c'est à peu près la moitié. Donc, nous, on vient appuyer le parent dans sa contribution d'aider son enfant à demeurer dans une bonne école, dans une école privée ou dans une école proche de son quartier ou de sa localité. Quel est, j'imagine que autant dans le cas du Canada, du Québec que le Sénégal, l'école en majorité, elle est gratuite. Oui, tout évidemment, si on n'est pas au privé, là. Oui, non, effectivement. Quelle différence on fait dans le système scolaire sénégalais et celui du Québec? C'est
C'est sûr que, comme vous l'avez dit, les deux systèmes sont gratuits quand on est au public, mais on s'entend que parfois le parent est confronté surtout à acheter les fournitures scolaires ou bien à inscrire son enfant dans certaines activités. Donc, ça vient aider le parent, qu'il soit au Sénégal, qu'il soit au Canada. Ça vient quand même enlever au poids sur la charge des besoins scolaires de l'enfant. Et on le sait aussi, la pandémie a secoué beaucoup de familles, que ce soit des familles qui sont au Sénégal, que ce soit des familles qui sont ici au Canada. La pandémie a secoué beaucoup de familles. Et au Canada, quand même, comme vous le dites, le poids est moins senti, mais il y a des familles qui sont quand même tout le temps confrontés à ça. C'est pourquoi on a visé des enfants qui sont les enfants de la DPJ, pour appuyer ce premier secteur-là où des enfants, où les familles, où la base, le fléau, le tissu familial est comme sensible, rompu, et il y a une certaine instabilité, que ce soit au niveau des finances, au niveau de la relation familiale, l'amour fraternel. Donc, on vient appuyer ce secteur-là et donner un peu d'amour à cet enfant pour qu'il ne se sente pas un peu perdu ou confronté à des situations qui vont le faire sentir isolé, seul, sans soutien ou sans repère familial. Donc, à ce moment-là, dans le cas des enfants de la DPJ, votre partenaire pour le choix des enfants, à ce moment-là, on est plus de l'ordre gouvernemental. Comment vous établissez vos partenariats? C'est sûr que oui, il faut aller voir. Moi, étant donné que j'ai déjà travaillé au département de la DPJ, je ne suis pas assistante sociale, mais j'ai déjà été dans l'administration au niveau du département de la DPJ. D'accord. J'ai vu un peu comment ça se passait et comment des organismes venaient aider ou entrer en contact avec les intervenants pour aider des enfants dans le besoin. Donc, je passe par ce chemin-là. Ou bien aussi, il y a la fondation de la DPJ qui appuie beaucoup de jeunes, soit des jeunes, soit pour des besoins scolaires, soit des jeunes qui vont quitter pour avoir leur premier logement ou pour n'importe quel autre besoin. Donc, on a prévu d'entrer en contact aussi avec eux et pour voir comment on va appuyer ces jeunes-là. Aussi, j'ai eu à côtoyer des gens qui étaient des anciens récipiendaires de la DPJ, des enfants, et qui ont créé aussi des organismes ou un réseau d'entraide et qui ont décidé aussi de soutenir des enfants parce qu'ils savent par quelle difficulté ces enfants-là passent chaque jour au quotidien parce qu'eux-mêmes sont passés par ce chemin-là. Donc, je suis en contact aussi avec des gens qui ont vraiment traversé le chemin de la DPJ et qui savent réellement quels sont les problèmes auxquels ces enfants sont confrontés. Donc, on est vraiment dans le redonner au suivant dans un cas comme ça. On est vraiment dans le redonner au suivant. Puis d'un point de vue statistique, c'est à peu près combien de bourses scolaires qui ont pu être remises? On parle de montants de 200 $ par année ou dans l'histoire de la Fondation? Dans l'histoire de la Fondation, on va dépasser les 5 000 $. Bientôt, on va atteindre les 10 000. Donc, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et quand on sait qu'on le fait de façon bénévole, pas de subvention, pas de prêt, pas de rien. On active notre réseau, on fait des appels de gauche à droite et ce sont nos amis, nos voisins, nos familles, nos collègues qui nous soutiennent pour aller aider ces enfants-là. Donc, quand un peu plus tôt, vous nous parliez de l'équipe ici au Québec et au Sénégal, ce sont tous des bénévoles? Ce sont tous des bénévoles. Il n'y a personne qui reçoit un centime, que ce soit pour un déplacement, pour un remboursement de téléphonie, pour pas de perdium, pas d'allocation, pas de rien du tout, pas de salaire. Tout est fait de façon bénévole, 100%. Donc, tout l'argent qu'on reçoit, 100% pour les enfants. C'est vraiment... Ça demande une inspiratrice telle que vous là, pour amener les gens à s'engager de cette manière. Donc, dans l'histoire, et quand on parle de l'histoire, là, justement, ça date de quand avez-vous créé cette fondation? De façon formelle, on est enregistré au registre des entreprises depuis 2021. Depuis 2021, OK. Oui. Peut-être pour les gens qui sont curieux,
Parce que c'est ça, comme je le disais, on a souvent l'impression qu'une fondation, c'est plus l'œuvre de quelqu'un qui est très... dont le portefeuille est très solide, disons. Comment ça se crée, une fondation? Une fondation, c'est sûr que, comme je dis, il faut avoir une certaine base dans une certaine expérience des organismes à but non lucratif, des associations et autres. Après, on peut toujours aussi ne pas avoir l'expérience et aller chercher auprès des gens qui ont des connaissances, mais il faut d'abord cibler le besoin. On ne peut pas se lever et dire je vais créer une fondation. Oui, tu veux créer une fondation en quoi? C'est quoi ton objectif? C'est quoi la branche de population que tu veux toucher? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Et c'est quoi ce besoin-là impacte dans leur vie? Donc, après avoir répondu à ces questions-là, on peut aller dans la partie administrative pour enregistrer et être légalement une fondation, un OBNL, une association. Mais à la base, il est clair de savoir quels sont mes objectifs, quelle est ma mission, qu'est-ce que je veux faire, qui je veux impacter. Et dites-moi, Léonie, il y a beaucoup de gens qui sont très sensibles à l'éducation, qui choisissent de donner de leur temps, de s'engager à travers une organisation, un organisme sans but lucratif qui existe déjà. Donc, il y a déjà des organismes là, qui aident en éducation. Qu'est-ce qui fait que vous avez senti ce besoin-là de créer votre propre fondation plutôt que de vous impliquer dans un organisme déjà existant? Il y a plusieurs points. D'abord, je dirais, on le sait tous, le secteur économique, on est pas mal touché depuis la pandémie. Donc, il y a de plus en plus de familles défavorisées ou bien qui vivent des difficultés financières. Donc, ça vient aider ou bien ça vient enlever une partie du poids lourd que ces familles-là portent. L'autre chose, c'est vous m'avez entendu dire que nous, dans notre fondation, tout est 100% bénévole. Mm-hmm. On sait que parfois, dans des organismes, il y en a qui se prennent des salaires, il y en a qui se font des remboursements de factures, il y en a qui se prennent des périums. Ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup affectée ou interpellée parmi tant d'organismes que j'ai côtoyés ou auxquels j'ai eu à avoir affaire. Et moi, je me suis dit que non, tout l'argent qu'on va ramasser, ça va aller 100% aux enfants. C'est normal que des personnes qui travaillent soient payées parce que ces gens-là aussi, ils doivent vivre. Mais il est important aussi que la société, quand nous sentons qu'on a un 200 ou un $100 de plus dans notre poche, qu'on puisse se priver d'une robe H&M ou d'une robe Zara ou d'une robe, je ne sais pas, et dire que ce $100-là, je veux le donner à un enfant. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que l'éducation, on le sait, on pense que oui, tous les enfants partout dans le monde vont à l'école ou ont droit à l'éducation, mais non, il y a des enfants encore qui peinent à aller à l'école, non seulement par faute de moyens, mais aussi parce que les parents pensent que c'est pas nécessaire. Donc, en payant pour certains ou en accompagnant certains, ça va interpeller, ça va sensibiliser d'autres parents autour pour dire il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école, peut-être qu'il est temps aussi que j'envoie mon enfant. Donc, c'est une forme de sensibilisation. En appuyant ces enfants, on peut influencer des familles et des parents à continuer à envoyer leurs enfants à l'école. Léonie, on fait une courte pause et on revient. Je voudrais aussi vous entendre sur le service de parrainage via l'échange littéraire que vous avez mis sur pied. Donc, on revient dans quelques instants. Héros anonyme, nous poursuivons notre échange avec Léonie Mandang, qui est une Sénégalaise d'origine, aujourd'hui une Québécoise qui continue à être très engagée dans sa communauté et qui a mis sur pied une fondation qui porte son nom. Alors Léonie, on a parlé des bourses scolaires. Je crois aussi que vous avez voulu susciter la correspondance entre des étudiants québécois et sénégalais?
Effectivement, les jumelages et parrainage, c'est quelque chose que j'ai toujours vécu aussi étant toute petite. Et quand j'ai pensé mettre cette fondation sur pied, je me suis dit qu'il serait bien de connecter des enfants du monde entier afin qu'ils s'échangent, qu'ils se parlent et qu'ils apprennent les uns des autres. Et moi, vous m'avez plongé dans des souvenirs d'enfance parce que je ne me rappelle pas le nom de l'organisme, mais je me rappelle qu'on pouvait choisir comme ça des correspondants d'un peu partout dans le monde. Et j'avais coché tellement de cases que l'organisme m'avait appelé pour dire il faut faire une sélection. Là, on peut pas écrire à tous les enfants du monde. Et pendant des années, là, j'avais eu comme ça des correspondants et j'attendais la lettre avion. Là, c'était quelque chose. Ah ben là, vous venez de le dire, la lettre avion, c'est quelque chose. Moi, recevoir une lettre, ça me manque. En dehors des lettres qu'on reçoit, Hydro-Québec, Revenu Québec, moi, ça me manque de recevoir une lettre et de lire « Bonjour Léonie, je suis contente de t'écrire ces quelques paroles. Aujourd'hui en France, il se passe ceci, cela. Nous avons été en voyage, nous avons découvert tel pays. À l'école, ça se passe bien, ou ma fille a accouché, j'ai un neveu. » Donc, lire quelqu'un qui te raconte sa vie sociale, sa vie familiale, de parler de tout, on pense que c'est de rien, mais c'est quelque chose qui fait vivre l'âme, qui vous fait voyager, qui vous fait imaginer votre ami à l'autre bout du monde avec une fleur à la main, un bébé dans les bras ou son sac de voyage qui part à la découverte de tel ou tel pays. C'est extraordinaire. Ou qui a mangé un nouveau plat, ou qui a mangé un plat, sa maman a mis trop de sel ou trop de piment. On pouvait rire de ça et on pouvait sentir les choses à travers les lignes d'une lettre. Et aujourd'hui, les enfants de cette génération ne vivent pas ça. Et d'ailleurs, pour notre jumelage, c'est le parrainage par lettre. On veut sortir les enfants des tablettes, des écrans, qui sont isolés de leur monde. On veut qu'ils s'écrivent, qu'ils s'échangent des lettres. Et aussi le travail manuel, l'écriture manuelle, c'est très important pour le développement d'un enfant. Des vraies lettres papier avec des vrais crayons, pas des stylets. Et comment les jeunes réagissent à ça? Est-ce qu'ils ont tendance à vouloir essayer de se trouver sur TikTok ou sur autres plateformes? Non, parce que c'est vraiment des enfants du primaire. Donc, je vous dirais, ils n'ont pas encore accès à ces réseaux-là. Ben, c'est bien que les parents quand même essayent de les limiter pour qu'ils n'aient pas accès à TikTok, Facebook ou autre chose, parce qu'ils sont quand même assez jeunes. On parle d'enfants de 6 jusqu'à 10, 11 ans. Donc, si on peut encore plus les éloigner de ça, ce serait bien pour qu'ils se concentrent sur les lettres papier écrit à la main. Le plaisir d'attendre une lettre. Exactement. Le plaisir d'attendre une lettre, là. Ouais, je voyais sur votre site Internet qu'il y a eu aussi, je crois, il y a un an, un concours de poésie. Effectivement, j'ai voulu lancer aussi le concours de poésie. Et ce qui fait la particularité de ce concours, c'est qu'on voulait recueillir un concours de poésie dans toutes les langues. On le sait, le Canada est composé de beaucoup d'immigrants. Le Canada accueille des gens qui viennent de partout et c'est ça qui fait sa richesse et c'est ça qui fait sa beauté. Donc, nous enfermer seulement dans une ou deux langues serait un peu triste et on mettrait des enfants de côté. Et on le sait aussi, il y a les autochtones qui sont là et qui se sentent de plus quelquefois un peu marginalisés. Donc, on s'est dit ce serait un concours de poésie ouvert à toutes les langues. Français, anglais, autochtone, n'importe quelle langue qui est parlée sur le territoire canadien. Oui. Dites-moi, Léonie, sans vous mettre dans l'eau chaude, là, comment, comme nouvelle, en fait, ça fait quand même un certain temps que vous êtes ici au Québec. D'ailleurs, ça fait combien de temps? 10 ans. 10 ans? Ouais. Okay. Et comment vous voyez un petit peu là, tout ce qui se passe du côté de l'immigration en ce moment? Je vous dirais que votre question arrive au bon moment où, parce que ces 2 dernières semaines, il y a eu beaucoup de turbulences. Oui. Beaucoup de turbulences entre François Legault qui a suspendu les permis de travail étrangers de façon temporaire pour 6 mois, surtout concentrés dans la ville de Montréal, et le fédéral qui annonce aussi les permis de travail fermés pour les visiteurs qui pouvaient en profiter depuis le COVID, et sans citer
citer d'autres plein de petits points, souvent que les gens ne prennent pas de lire sur le site de IRCC, tellement ça déborde d'informations que les gens ne savent plus où donner de la tête. Alors, je vous dirais que le secteur de l'immigration, on reçoit des appels et des messages d'un peu partout. Les gens sont tristes, les gens ne savent plus à quel sens se vouer. Les demandeurs d'asile, il y en a de plus en plus qui se font rejeter et demander de quitter les territoires. Donc, c'est un peu triste ces derniers temps. C'est un peu un nuage noir qui plane sur la tête de beaucoup d'immigrants. Certains aussi qui ont eu des permis de travail, qui ont travaillé ici, qui ont fait 2 ans, mais qui n'ont pas la possibilité d'accéder à la résidence permanente parce qu'ils appartiennent à des catégories qui font qu'il faut qu'ils fassent le grand tour comme s'ils quittaient leur pays d'origine, alors qu'ils ont tout abandonné. Ils vivent ici depuis 2 ans et ils n'ont pas accès à la voie directe. Il faut qu'ils passent par une voie indirecte comme s'ils recommençaient à zéro, alors qu'ils ont tout abandonné pour vivre ici, pour venir soutenir l'économie canadienne. Et comme ça, du jour au lendemain, ça leur tombe dessus, paf, vous devez quitter le territoire, ou bien vous devez tout reprendre à zéro, ou bien il n'y a plus possibilité pour vous de renouveler votre permis, vous devez chercher une autre issue pour rétablir votre statut. C'est quand même un peu triste ces derniers temps. Oui, c'est une catégorie d'immigrants. En fait, c'est ça. C'est un discours qui pourrait être beaucoup plus large. Dans votre cas, vous êtes aussi arrivé ici avec des acquis professionnels très importants. Vous étiez journaliste à Dakar. À Dakar. Vous êtes venu ici compléter, je crois, des études en administration internationale à l'ENAP. Exactement. Quand j'arrivais ici, j'avais déjà une licence en communication, un master en journalisme et j'avais déjà exercé sur le terrain pendant plus de 7 ans. Donc, j'ai fait une maîtrise à l'ENAP. C'est des acquis que avant de les faire valoriser, ça demande une grande recherche sur le territoire ou bien ça demande même de recommencer par le bas de l'échelle, pas retourner carrément aux études en journalisme et d'occuper des postes d'agent administratif, de secrétaire, de machin, et puis qu'on voit que vous avez une expérience québécoise avant de vous faire confiance pour vous donner un poste de responsable en communication ou d'analyste en machin et autres. Donc, ça demande vraiment d'être optimiste, d'être confiante, de savoir se battre, de chercher sa place, de la trouver et de savoir la prendre. Je comprends que la Fondation, vous n'en retirez pas de salaire, ça vous occupe pas à temps plein. Donc, comment vous vivez votre vie, Léonie? Mais c'est sûr que moi, je suis une battante, je le dis, j'attends pas qu'on me le dise. Oui. Alors moi, dès que je suis arrivée au Québec, je suis quand même chanceuse comparée à d'autres qui sont arrivés ici et qui arrivent avec de grands diplômes et qui se retrouvent dans des restaurants ou dans des cafés ou autre chose ou dans des boutiques de vêtements. Moi, dès que je suis arrivée ici, je suis partie voir ma direction à l'ENAP. J'ai dit que j'ai l'habitude de travailler et tout. Donc, ils m'ont référé, ils m'ont montré les postes qui existaient. Donc, tout de suite, quand je suis arrivée à l'ENAP, je travaillais comme adjointe exécutive. Et avant aussi de venir, j'ai fait des recherches sur le Canada. J'ai discuté avec des amis. Bon, c'est mon côté journalistique. Oui. Vous avez remonté des filières. Exactement. J'ai discuté avec beaucoup d'amis qui m'ont donné des conseils, des tuyaux, qui m'ont dit, écoute, fais des recherches sur Google et tout. Et j'ai fait des recherches sur Google. Je suis tombée sur une agence de recrutement et j'ai été recrutée par cette agence qui m'a formée pour travailler dans une institution financière alors que je suis littéraire. Donc, c'est comme ça que j'ai été formée. Et j'ai travaillé en finance pendant 4 ans. Et après, le temps de finir ma maîtrise. Et comme je dis, moi, je lâche pas le morceau. Et chaque fois, je faisais des recherches. J'avais pas le temps de m'amuser. Et je concentrais beaucoup mon temps à la recherche de jobs, quand même, qui étaient à la hauteur de mes diplômes. Et ce qui fait que j'ai eu à être appelée pour des entretiens. Et durant ces entretiens, je montrais aussi de quoi j'étais capable. Et ce qui fait que je pouvais quand même avoir des postes. J'ai travaillé au Conseil des arts et des lettres. J'ai été recrutée au CIUS de la capitale. Et avant ça, j'ai travaillé dans un cabinet de comptabilité parce qu'ils ont vu que j'avais un bagage pendant 4 ans dans une institution financière. Donc, tout ça fait que ça... Des chiffres et des lettres, Léonie. De qui vous tenez cette passion et vos valeurs qui vous ont amené à créer votre fondation?
Exactement, oui. C'est tout ça qui m'a amené à créer la fondation parce que je me suis dit qu'il ne faut pas seulement penser à travailler, gagner. Il faut regarder ceux qui sont derrière et qui ne peuvent pas accéder à tout ça. Donc, redonner au suivant a toujours été en moi. Puis vous avez été, j'imagine, là, formé dans cet esprit-là par vos parents. Effectivement, mes parents, c'est des gens envers qui je tire beaucoup de leçons, beaucoup d'implications, surtout sociales. Et je continuerai de les regarder comme des références. Et ils continuent de me transmettre ces valeurs-là, d'aider et de redonner au suivant. Ma mère en a été une jusqu'à sa mort. Et nous-mêmes, on ne savait pas parfois où est-ce qu'elle trouvait l'argent, les outils, les moyens et le temps pour aider les autres. J'imagine que si vous êtes vous-même une maman, vous continuez dans cet esprit. Oui, c'est sûr. J'ai commencé à l'inculquer à mes petites filles et j'espère qu'elles vont, qu'elles vont grandir avec ça et qu'elles vont... J'en suis convaincue. Merci beaucoup. Au suivant. Merci beaucoup, Léonie. C'était Léonie Manding de la Fondation qui porte son nom. Merci, Léonie. Merci également à notre fabuleuse équipe de poursuivre avec moi l'aventure des héros anonymes. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier en régie, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. Si vous avez envie de réentendre nos précédentes émissions, vous les trouverez bien sûr sur notre site Internet à canalem.vuesetvoix.com ou encore sur l'ensemble des plateformes de balado-diffusion. Ici Chantal Doré, je vous souhaite une semaine extraordinaire. La semaine prochaine, nous causons avec des représentants d'organismes Parrainage civique et de l'organisme Je raccroche. Je vous souhaite une semaine extraordinaire. Faites le plein de belles énergies. Au revoir.